l'invité du jour dans De tout pour faire un monde sur Arabelle. À l'occasion du festival Bruxelles sur scène, il présentera son récital poétique de mémoire amoureuse ce mercredi au Fou Rire Théâtre. Notre invité est l'auteur, compositeur, interprète et acteur Francis Lalanne. Bonjour Francis. Bonjour mes amis. Comment allez-vous ? Écoutez, toujours bien à Bruxelles, toujours heureux d'être ici. Bienvenue. Oui. Je vous présente Laure, ma co-animatrice, qui a des petites questions à vous poser. Bonjour Francis Lalanne. Bonjour Laure. Eh bien, bienvenue sur Arabelle. C'est un honneur de vous recevoir ici dans notre émission pour la toute première fois. Alors, vous serez sur scène dans 2 jours, J-2, pour nous présenter donc votre récital poétique de mémoire amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on verra sur scène ? Est-ce que ce sera une lecture complète de vos poèmes d'amour ? Est-ce que ce sera de la chanson, un best-of de vos poèmes ? Dites-nous tout. En fait, c'est un mélange de lecture, de poèmes. Et d'ailleurs, il y en a que je dis par cœur, il y en a que je lis parce que c'est une façon différente d'exprimer la poésie. Mais il y a aussi des chansons qui se mélangent et que je chante avec ma guitare, avec une violoncelliste qui m'accompagne. En fait, c'est des textes qui parlent de l'amour sous toute son amplitude. Avant, pendant, après, la naissance du sentiment amoureux, la passion, la sexualité, la vie en couple, la rupture, la solitude amoureuse, la plénitude amoureuse. Vraiment, ça traite le sujet dans toute son amplitude, à la fois avec des textes qui sont de la poésie sans mélodie, et puis avec ce qu'on appelle une chanson, c'est-à-dire un texte chanté, et des chansons aussi qui sont extraites de mes albums, de mes différents albums. C'est un spectacle qui est né d'un livre, qui s'appelle De mémoire amoureuse, qui a été édité par Fortuna Édition, un éditeur belge qui est à Tournai, et qui a été imprimé 5 fois tellement il a eu du succès. Et en fait, j'avais créé ce spectacle au Festival d'Avignon. On avait fait un triomphe là-bas, on l'avait refait une 2e saison, on avait fait toute une tournée en Europe avec ce spectacle, toujours à guichet fermé. Puis on avait finalement décidé d'arrêter ce spectacle. Et puis, en fait, Cathy m'a demandé, allez, fais-nous une dernière représentation pour nous. Alors j'ai dit, ok, ce sera la dernière, mais la vraie dernière cette fois de ce spectacle que je ne referai plus jamais. Parce que je pense que je compte remonter un récital poétique, mais un autre. Et je pense que tant qu'on n'a pas terminé un spectacle, on peut pas vraiment commencer un autre. Il faut à un moment donné finir, et ça se passe donc le 28, ça se passe au Théâtre du Fou Rire. Ce sera la toute dernière représentation de ce spectacle. Donc ceux qui l'ont pas encore vu, c'est maintenant ou jamais. Et ceux qui l'ont déjà vu, si vous voulez le revoir pour une dernière fois, c'est avec plaisir. Et justement, ce livre, c'est votre 25e recueil ? Oui, absolument, mais c'est 26e. 26e. Exactement. Et c'est une introspection des dernières années de votre vie amoureuse. Ça vous a pris 5 ans à écrire. Oui. Donc il y a eu beaucoup de réflexion, de correction, de travail. Comment est-ce que vous avez préparé ces poèmes ? Est-ce que vous les retenez tous et vous les écrivez en one shot ? Est-ce que petit à petit vous prenez des notes comme le font certains auteurs ? Comment vous préparez ces poèmes-là ? Vous voulez dire pour le spectacle ? Non, pour l'écriture du recueil. Ah non, mais ça c'est vraiment... d'abord, il y a une forme de journal, en fait. On tient un peu le journal de ses émotions, et puis après il faut les mettre en vers. L'art d'écrire en vers, c'est une technique, c'est comme peindre, ou c'est comme, vous voyez, comme la musique. Et donc c'est un long travail, en fait. 14 vers à chaque fois. Oui, là dans ce recueil, ce sont des sonnets. Oui, donc là il y a 14 vers à chaque fois. Ça peut être, mais là ce sont des sonnets, effectivement. Mais effectivement, la poésie, disait George Sand, c'est l'art de la synthèse. Donc la synthèse, c'est pas dire peu de choses. La synthèse, c'est dire beaucoup de choses en peu de mots. Et puis d'un autre côté, pour une autre citation de Jacques Prévert que j'aime beaucoup, c'est: la poésie, c'est le plus joli surnom donné à la vie. En fait, on a souvent de la poésie l'image de quelque chose de totalement incompréhensible et abstrait, alors qu'en fait, la poésie telle que moi je la pratique, et telle que je l'aime, c'est une poésie du concret. C'est-à-dire, c'est trouver les images qui vont nous permettre vraiment de ressentir et de comprendre précisément les émotions qui nous habitent et qu'on n'arrive pas à formuler. C'est au contraire très concret, la poésie. C'est trouver un moyen de formuler quelque chose, une émotion qu'on ressent et qu'on n'arrive pas à formuler, on n'arrive pas à trouver les mots pour le dire. Et la poésie est là, justement, pour nous permettre de trouver les mots pour dire nos émotions. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la chanson. Mais la chanson, il y a le support mélodique. Là, vous parliez des 14 vers du sonnet. Je pense que quand moi, je fais beaucoup de poésie formelle avec des structures savantes, parce que la structure me libère. Et je trouve que la structure, elle permet de dégager une mélodie textuelle, une mélodie du texte, une mélodie de la langue parlée, qui n'a pas besoin forcément de musique.
Alors, on va parler un petit peu de vous, Francis Lalanne. Alors aujourd'hui, à 60 ans, vous avez appris à vivre un petit peu différemment. Vous préférez le recyclage plutôt que le gaspillage. Vous avez appris à vivre heureux avec peu de choses. Vous dites aussi que vivre à crédit aliène nos libertés fondamentales. Alors comment et puis grâce à quoi est-ce que vous avez totalement changé votre mode de vie, votre mode de pensée? En fait, j'ai tout le temps pensé ça, j'ai tout le temps ressenti ça. Et puis un jour, j'ai eu des enfants, vous voyez, c'est vrai que on peut vivre libre et totalement, de manière totalement indépendante et autonome et sans en rendre compte ni à la société ni à personne. Quand on fonde un foyer, quand on a des enfants, on a une responsabilité qui fait qu'on ne peut pas totalement se libérer complètement. Donc moi j'ai fait mon boulot de papa et puis quand mes enfants sont devenus grands et autonomes, ben, j'ai repris ma vie d'avant, voilà. Et ma vie d'avant, c'est une vie de vagabond, une vie de voyageur, une vie de nomade, une vie sans adresse, sans maison, sans compte bancaire, sans rien. C'est une vie où je pratique ce que j'appelle la frugalité heureuse, c'est-à-dire l'art d'être heureux avec rien. C'est vraiment la liberté absolue de ne rien posséder, quoi. Vous voyez, rien posséder qui puisse vous posséder. Plus on possède de choses, plus on est possédé par ce qu'on possède. Et moins on possède de choses, plus on est libre. Après, la liberté, c'est pas toujours quelque chose de facile à vivre. La liberté, c'est un idéal vers lequel on tend, parce que je pense qu'à partir du moment où on vit dans une société, on perd sa liberté. À partir du moment où on doit penser avec deux cerveaux, on cesse d'être libre. Donc ça devient plus une sorte de chose vers laquelle on tend, la liberté. Mais je pense qu'on peut s'alléger dans la vie en s'imposant j'allais dire le moins de lourdeur possible. Et la possession, le fait de posséder, pour moi, je parle pour moi bien sûr, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut vivre comme ça. On vit comme ça si on veut d'ailleurs. Moi, j'ai pas toujours vécu comme ça, mais je veux dire que pour moi, le bonheur aujourd'hui me vient de cette liberté de vivre avec rien. Vivre avec rien, c'est vraiment avoir tout pour moi. Mais ce mode de vie vous a permis aussi de voyager beaucoup, ça énormément, vous l'avez dit, mais sans dépenser beaucoup d'argent. Alors c'est quoi votre conseil pour les gens qui veulent voyager mais sans argent? Mon conseil, bon, déjà on peut voyager aujourd'hui sans... Il faut aussi prendre à l'avance, chercher les bons plans, et il y en a plein grâce aujourd'hui à la toile. Mais ça c'est une question d'organisation. Mais en dehors de ça, moi j'ai monté avec Jean-Marc Governatori la première banque d'échange. Et c'est une façon d'illustrer un petit peu pour moi ce que c'est que la vie telle que je la conçois, sur le plan, j'allais dire, de la gestion de la vie matérielle. Cette banque d'échange, elle permet aux gens d'échanger des compétences et d'échanger des biens. C'est-à-dire que je pense que personne n'imagine à quel point on pourrait économiser de l'argent si on n'achetait pas ce qu'on peut échanger. Vous voyez ce que j'ai, c'est dingue. Vous savez, je dirais pas du troc, parce que le troc, ça se présente comme quelque chose qui se substitue à l'argent. En fait, là, le principe de l'échange, ça nous permet d'avoir plus d'argent. C'est-à-dire que plus on échange de choses au lieu de les acheter, plus on a d'argent dans la poche. Ouais. Et plus on a d'argent dans la poche, plus on a du pouvoir d'achat, justement. Mais le pouvoir d'acheter des choses qu'on est obligé d'acheter. Parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas obligé d'acheter. On peut échanger aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui veulent vivre comme ça. Alors, les CEL, par exemple, les systèmes d'échange locaux, ça existe. Mais tout ça, ça a du mal à se faire connaître parce que ça va pas dans le sens de la société de la croissance, de l'hyperconsommation, etc. Nous, avec Jean-Marc Governatori, on a créé un outil gratuitement, hein, c'est mis gratuitement à la disposition des citoyens, ce qui fait que vous faites la liste de ce que vous voulez échanger et la liste de ce dont vous avez besoin, vous ouvrez un compte gratuitement là-dessus et puis vous allez rencontrer des gens qui veulent échanger quelque chose que vous voulez échanger. Par exemple, vous voulez échanger vous pouvez donner des cours d'histoire et vous voulez apprendre le piano, ben vous allez échanger des cours d'histoire contre des cours de piano. Et l'argent que vous auriez dépensé pour prendre des cours de piano, ben vous allez l'utiliser pour partir en voyage. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas échanger encore des billets d'avion contre des cours de piano, mais c'est justement l'argent, ça doit servir à acheter ce qu'on peut pas échanger. Et à partir du moment où on échange
quelque chose qu'on aurait acheté, on a plus d'argent. Et le but, c'est d'avoir finalement plus d'argent sans être obligé d'en gagner davantage, donc sans s'aliéner, quoi. Et d'affecter cet argent à ce qui nous est finalement indispensable et pas forcément au strict nécessaire. Le superflu, ça peut faire partie de l'indispensable si on en a besoin pour être heureux. Et vous voyez, il n'y a pas de superflu. Il y a des choses qu'on peut échanger, des choses qu'il faut acheter. Et finalement, quand on échange au lieu d'acheter, on a plus d'argent. Quand on diminue son vouloir d'achat, on a plus de pouvoir d'achat. C'est ça. Et ça crée du lien, ça crée des rencontres, ça crée de la solidarité, ça crée de la vie, réelle, de la vie ensemble réelle. Et c'est ça que je voudrais expliquer aux gens, c'est que moins on est soumis à la société de consommation telle qu'on veut nous l'imposer, moins on est aliéné par des crédits, moins on dépense de l'argent qu'on n'a pas. Plus on échange ce qu'on pourrait acheter, plus on crée une société autonome, de gens autonomes, responsables, solidaires. On remplace la compétition par la coopération, la dépendance par l'autonomie. Vous voyez ce que je veux dire, on est de plus en plus impliqué dans la vie sociale parce que l'autre existe de plus en plus et on est moins égoïste. Et c'est ça aujourd'hui qui nous détruit, c'est l'égoïsme, c'est l'indifférence, c'est l'individualisme. Et je pense que mettre en commun les ressources, c'est pas forcément partager tout ce qu'on a, mais l'échange, pour moi, c'est encore plus fort que le partage. C'est parce que c'est vraiment mettre en commun les ressources. C'est-à-dire que le partager, c'est bon, j'ai quelque chose, j'ai un sandwich, je le coupe en deux, je partage, c'est très joli. Mais échanger, ça veut dire que on va s'apporter quelque chose en plus les uns les autres. Et ça, c'est pour moi un idéal de vie. Voilà. Alors revenons à votre récital poétique. Vous faites de la poésie depuis tout petit et vous écrivez des chansons aussi, plein de chansons. Alors quelle est la grande différence pour vous entre ces deux exercices et puis lequel préférez-vous ? Alors, d'abord, c'est très joli ce que vous venez de dire parce que c'est vrai et profond. En fait, la différence, elle se présente à moi. Quand je suis inspiré, parce que ça fonctionne comme ça, Arthur Rimbaud disait « je est un autre ». Moi, j'écris pas toute la journée. J'écris au moment où il y a quelque chose en moi qui déclenche l'écriture, c'est peut-être pas moi d'ailleurs. Je sais pas qui c'est. Je sais pas ce que c'est. C'est quelque chose qui se présente à moi. Et quand ça se présente à moi, soit ça se présente avec déjà une mélodie, et ça va être une chanson, soit ça se présente sans mélodie, et ça ne sera jamais une chanson. C'est-à-dire que quand les mots me viennent sans les notes, ça sera un poème. Quand les mots me viennent avec les notes, ça sera une chanson. Et c'est vraiment deux choses différentes. Mais en même temps, c'est pareil. Je veux dire, au niveau de qu'est-ce qu'une mélodie, en fait, en réalité ? C'est un cadre. C'est un cadre dans lequel les mots vont pouvoir s'installer, se former, se construire, se créer, se constituer. Quand on n'a pas la mélodie comme cadre, alors il existe des cadres. Le sonnet, par exemple, cette forme sur 14 vers, c'est un cadre. C'est un cadre dans lequel on va pouvoir synthétiser la pensée. Il y en a d'autres, il y a les villanelles, les pantoumes, tout ce qu'on appelle les formes fixes, les formes savantes. Moi, c'est mes formes préférées. À partir du moment où on pratique souvent les formes savantes, tout d'un coup, on a une espèce de rigueur autotechnique qui se fait et qui fait que même lorsqu'on écrit dans des vers, ce qu'on appelle des vers libres, il y a quand même une forme de structure qui se présente à nous. Pour moi, le cadre, c'est très important. Et la mélodie est un cadre. Voilà. Vous savez, c'est comme un squelette. Si notre chair n'avait pas de squelette, on ne pourrait pas tenir droit. Voilà. On serait comme de la compote. Voilà, de la compote de chair. Eh bien, un grand merci Francis Lalanne pour cet entretien. C'est la tradition dans l'émission. Est-ce qu'on peut vous laisser un petit mot de la fin avant de se quitter et de se retrouver après-demain au Fou Rire ? Un poème, ça pourrait être bien comme mot de la fin. Ah, chouette. Alors, qu'est-ce que je peux vous lire ? Voilà, je vais vous lire votre préféré. Je vais vous lire un extrait de mon spectacle. Combien oublieront l'arbre pour avoir les fruits ? Combien le détruiront, se détruisant eux-mêmes, car ils ne trouveront, lorsqu'il sera détruit, plus aucun arbre, et donc plus aucun fruit qui germe. Ce n'est pas l'amour qui est le plus important, c'est l'être que l'on aime, c'est l'autre, c'est l'arbre. Et ceux qui veulent graver l'amour dans le marbre le font sur la dalle tombale qui l'attend. Ce n'est pas l'amour qui compte,
Pardonne-moi, car je sais que l'amour est pour toi ce qui compte. Mais l'amour n'est qu'une histoire qu'on se raconte. Ce qui compte pour moi, plus que l'amour, c'est toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francis Lalanne. C'est très beau, ça. Ah, franchement, j'adore. Ça donne envie. Après-demain, au Fou Rire Théâtre, on a mis d'ailleurs toutes les informations sur la page Facebook de Tout pour faire un monde. Francis Lalanne, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis à très bientôt pour d'autres poèmes, d'autres projets. Oui, merci pour la pertinence de vos questions, pour le fait que vous avez bien préparé votre interview, que vous êtes documenté. Ça fait plaisir de parler dans ces conditions-là. Ça fait du bien. C'est normal. Merci. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. De tout pour